Hello Max. Salut Steven, ça va? Bah, écoute, trop cool de prendre un peu de temps pour faire ce petit épisode avec nous et Océane, Babel que tu connais ou pas, ça sera à toi de me dire ça va? sur la prochaine heure là, de discussion. T'as fait quoi un peu comme projet là récemment, parce qu'on s'est quitté sur le projet San Diego. Ouais. J'ai vu que t'avais fait pas mal de trucs, notamment avec la Pro B là récemment, c'est ça? Bah fin d'année chargée, ouais. Boulogne-sur-Mer, saison 2. Ouais. Il y a plein de bons joueurs, Hugo Gaston, Titouan Droguet, Constant Lestienne. La saison 1 avait cartonné. La saison 1 avait très bien marché. On a plein de tournages avec des marques pure player, enfin pure tennis. Ouais. Et des marques qui sortent aussi du champ du tennis, mais tu vois, Lexus, on est allé aux ATP Finals de Turin. Pas dégueu. Et meilleur niveau que la Pro B ou pas? Et franchement, ça se vaut. Mais c'est vrai que tu vois un Sinner qui marche sur l'eau, c'est quand même incroyable. Ouais. Et on va à l'Orange Bowl en Floride en décembre, donc très cool. Bon, ça va le programme pour la fin d'année là? Ben, c'est un peu chargé, franchement jusqu'à Noël, mais je suis ravi d'être avec vous, de prendre un peu de temps. Tu l'avais noté dans ton agenda? Absolument. Ok, trop cool. Ouais. Bah écoute, le principe un peu de la vidéo, c'est de connaître un peu mieux Océane, qui a eu quand même une trajectoire qui est montée très vite, très haut en tant que junior, ouais. Qui a fait top 5 mondial et qui a connu surtout un premier tour de Grand Chelem, tableau principal sur le Châtrier, ouais. À Roland. À quel âge? À 17 ans. Incroyable. 17 ans. Expérience de dingue. C'est ça. Et donc voilà, le but c'est qu'elle nous raconte un peu tout son parcours, parce qu'après il y a eu quand même une grosse coupure avec l'abandon du tennis. Ouais, pendant un an. Et là, la reprise, avec le projet US qui commence à devenir un peu concret. Donc le but, voilà, ça va être de parler un peu de tout ce parcours-là, des raisons qui l'ont poussé à arrêter le tennis alors qu'elle était destinée à un gros futur très précoce. Ouais. Et surtout pourquoi les US et pourquoi ça va lui permettre de repartir sur le circuit. Donc est-ce que tu as un peu d'historique sur Océane, sur sa carrière de junior ou pas du tout? Alors, pour être très honnête, hier encore, je connaissais pas Océane. Tu m'as dit son nom, tu m'as proposé une interview, j'ai dit avec grand plaisir. Mais je me suis... Voilà, je t'ai rien dit sur la vérité. Moi, je pensais que Tennis Legend s'intéressait aux top 500, top 1000, des juniors, etc. J'ai fait un paquet de déplacements sur des ITF féminins où finalement j'ai une culture entre 300 et top 100 chez les femmes qui sort de nulle part. Ouais. Où je croise des joueuses parfois en match par équipe, je leur dis bonjour, mes potes ils me disent mais mon gars je sais absolument pas qui c'est. Je dis mais je suis incapable de te donner le top 10, mais je connais les 200 premières joueuses, tu vois, entre 300 et 100. Et du coup j'ai googlé Océane et je suis tombé sur une vidéo Tennis Legend. Donc Johan, le fondateur, la connaît. Et moi, j'ai dû réviser un peu mes fiches. Ok. Voilà. Du coup, pour donner un peu plus de contexte, tu finis top 5 junior en quelle année? Du coup, je finis top 5 junior en 2021. Ok. Et il te restait là à ce moment-là? Donc, il me restait encore un an de junior à jouer, sauf que c'est une année où j'ai pas joué parce que j'ai préféré me lancer sur le circuit. Donc, tu avais clairement le temps pour peut-être être championne du monde junior, en tout cas peut-être finir numéro 1 mondial. Tu avais un an encore de ouais, j'avais un an encore, une année complète de junior encore. Ouais. Ok. Bah, partons un peu sur Roland, qui est quand même l'événement majeur de ta carrière jusqu'à maintenant. Comment tu apprends ça? Est-ce qu'on te prévient quelques mois en avance? Est-ce que tu l'attendais au vu de tes performances? Ou tu as appris la wildcard et tu t'es dit ah ouais, là dans quelques semaines, je fais tableau Roland chez les pros? Bah justement, je fais un tournoi au Brésil junior qui me permet de monter du coup top 5 junior. Et bon, après ça, je me blesse, etc. Mais je sais très bien qu'avec mes entraîneurs, on en a pas mal parlé et que c'est possible que j'ai wildcard pour Roland. Moi, je l'attendais plus en vrai pour les qualifs. J'étais quasiment sûre de l'avoir pour les qualifs, mais tableau, j'avais demandé, mais pour moi, c'était gros quand même si je l'avais. Et au final, je suis en tournoi en 15 000 en Croatie et là, j'apprends que je l'ai. C'est quoi, t'es après un match, avant un match? Même pas, c'est avant mon premier tour du tableau que je l'apprends. Donc, tu le joues comment le match après ça? Bah, le match, j'ai pas très bien joué. Parce que c'est vrai que après avoir eu la wildcard, du coup, je m'y attendais pas et moi, j'aime bien quand même regarder ce qu'il y a sur les réseaux, un peu ce qui se dit. Ah ouais. Et là, je vois un peu ce qui se dit et je vois que les gens ils disent mais en fait, elle la mérite pas sa wildcard, pourquoi elle l'a, etc. Et en vrai, bon, sur le moment, je regarde, ça me fait pas grand chose.
Mais pendant mon match, du coup, sur ce tournoi-là, quand je vois que ça allait pas bien, j'étais contre une fille qui était 800, quoi. Je me dis, la semaine prochaine, je vais jouer une fille qui sera top 100. Donc, il y a quand même une différence de niveau. Et je perds vraiment de petits sets, je joue pas bien du tout. Et je me dis, bah, peut-être qu'ils ont raison, en fait, je la mérite pas, la wildcard. Ouais, donc tu as commencé à jouer ton événement, ton gros match de l'année, des semaines avant que tu sois même c'est ça. consciente du tirage au sort ou que tu saches contre qui tu vas jouer, quoi. Ouais, c'est ça. C'était combien de temps avant ce tournoi en Croatie? C'était une semaine, 10 jours avant. Avant Roland? Ouais. Ah oui, d'accord. J'ai appris vraiment il y a C'était très last peu de minute. temps avant. Ok. Ouais. Et du coup, fin du tournoi, c'est quoi la semaine où tu te prépares? Fin du tournoi, après je rentre et en fait ça s'enchaîne vite parce que c'était pendant la période du Covid. Donc il y avait il y avait une quarantaine, donc il fallait arriver presque une semaine avant le début du tournoi. Donc en vrai ça arrive vite parce qu'on est directement, je rentre 2-3 jours sur Paris mais je suis déjà direct dans la bulle de Roland quoi, parce que je dois aller à l'hôtel, faire la quarantaine, etc. Tu dois faire les tests Covid, je suis paniquée un petit peu parce que tu te dis, imagine j'ai le Covid ou mon entraîneur il a le Covid, je peux pas jouer le tournoi. Donc, compliqué cette ça aurait été dur là. première édition, première wildcard. Du coup c'était le Roland Covid à fond ou c'était le Roland où il y avait quand même une jauge de spectateurs Il y avait une jauge de spectateurs réduite mais c'était en 2021 du coup. Ouais. Ok. Mais en mai-juin. Ouais, c'était pas le. Il y a eu un Roland absolument horrible en septembre. Ouais, puis même en septembre. Oui. Où il faisait 3 degrés sur les terrains. Et là, la jauge, c'était combien, max? Je m'en rappelle plus, mais il y avait franchement très peu de gens quand même. D'accord. T'as un peu moins de pression, quelque part? Ouais, franchement, un peu moins de pression parce qu'en soi, je connais Roland. En vrai, je m'entraînais au CNE, je m'entraînais à Roland. Donc en vrai, c'était un peu comme si c'était l'entraînement presque. C'est ta maison, quoi. Ouais. Ouais, pur produit de la Fédé. Hein. Et avant d'aller plus loin, chez les juniors, en terminant top 5, c'était quoi tes meilleurs résultats en Grand Chelem? L'année d'avant, du coup sur le Roland là, en octobre, je fais quart. Et après ça, c'est tout. J'ai pas forcément bien joué après en Grand Chelem. Et donc du coup le tableau tombe comme d'hab, quelques jours avant le début du tournoi. Et là tu tombes Svitolina qui est à l'époque. Qui était 5e, je pense. Ouais. Tu te dis bon. Donc bon, début, je me dis. Test costaud. Ouais, je me dis bon là y a pas. Je peux limite pas faire jouer une meilleure joueuse quoi. Ce qu'on lit tout le temps dans les. Excuse-moi, je te coupe, dans les journaux, c'est trop bien, expérience de dingue. Je vais me régaler, un grand coup et tout. Mais en vrai, toi, ce que tu penses et ce que tu ressens, c'est quoi à ce moment-là? Juste, je me suis dit, je te prends pas 6-0, 6-0. Ah ouais. Comme si tu jouais à Rafa chez les hommes. C'est ça. Si t'avais le choix entre une fille peut-être qualif, tu vois, où tu te dis, il y a moyen que je fasse quelque chose, ou vivre le truc à fond, gros cours et top 5. Tu choisis quoi à ce moment-là entre les deux? À ce moment-là, je pense que je choisis quand même gros cours, juste top 5. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire, t'y vas, facile, décontracté, t'as rien à perdre. Ouais. Mais je pense que c'est pas comme ça que ça se passe dans la tête d'une joueuse où t'as en fait peur de te prendre une rouste, quoi, tu vois. Et t'as les gens qui te regardent, tu sais que t'as la famille qui se déplace, t'as la télé. Et puis t'es peut-être bien placé à savoir ce qu'il y a dans la tête d'une joueuse avec ta sœur qui est passée par là aussi, quoi. C'est clair parce que tu vois plusieurs fois notamment les JO par exemple où deuxième tour Châtrier elle tombe contre Swiatek. Là tu te dis peut-être que tu t'es entraîné peut-être toute une vie pour arriver à ce moment-là où t'as les JO chez toi à Paris, tu joues sur le Châtrier blindé, un soleil de plomb et tu joues Swiatek qui est invaincu depuis 3 ans d'affilée sur le court. Wow. Et donc en fait t'as envie de lui envoyer des messages vas-y, t'as rien à perdre, mais éclate-toi, montre un peu, tu vois, qui t'es, lâche tes coups. Sauf qu'en parlant un peu avec elle, tu te rends bien compte que c'est pas aussi facile que ça d'arriver sur un cours en faisant abstraction de tout ça, parce que après coup, oui, c'est un énorme kiff de pouvoir être dans ces conditions-là, mais t'as aussi t'as envie de faire bonne impression, quoi. Et si tu prends du plaisir à lâcher tous tes coups et que tu te prends 6-0, 6-1 en 45 minutes, je pense que ça peut un peu te traumatiser sur les grosses échéances d'après où t'as pas envie de répéter les mêmes erreurs, quoi. De moralité pour Diane, c'était quoi le discours interne? Je pensais que t'allais me dire c'est quoi le score. Parce qu'il était pas très loin le score. Je me souviens pas. Plus du score. C'était assez. Je crois que ça devait être 6-1, 6-2, tu vois. Mais l'autre était. Enfin, c'était injouable sans que ça soit un mauvais match de Diane. Enfin, c'est juste. Il faut être vraiment au top niveau pendant 2 heures d'affilée et pas donner un seul point, quoi. Et elle avait peur? Je pense pas. Non, je pense pas. Cool. C'est une fille assez décontractée, donc je pense pas qu'elle a eu peur, mais je pense plus tu répètes ce genre d'échéance, plus
tu en fait, t'arrives à bien jouer au moment où il faut, quoi. Ouais, et du coup aussi. Ouais. C'était comment? Parce que nous on parle. Du coup, ouais, bah avant ce match-là, franchement, je pense que j'ai pas trop réalisé en vrai que j'allais jouer sur le Châtrier, sur un gros court contre Svitolina. Ouais. Donc ça va, je rentre sur le match quand même assez détendu. Bon, après, quand je suis rentrée au début du match, je n'osais pas trop regarder en l'air parce que le court il est hyper grand et je me sentais hyper petite. Mais sinon, le match se passe bien. Je me sens plutôt bien. Bon, après, je sens que la fille en face, elle joue bien, etc. Ouais. Premier set, bon, je perds 6-2. Mais ça, enfin, je me sentais pas mal. T'étais pas à la rue? Ouais, j'étais pas à la rue. Et après, deuxième set, je commence plutôt bien. Je fais rien d'extraordinaire, mais je joue bien, je fais un bon match, etc. Et je mène 5-2. Ouais. J'arrive à mener 5-2. Et à partir de 5-2, c'est là où j'ai un peu réalisé en fait où j'étais et que là, j'étais en train de mener 5-2 contre Svitolina. Et je me suis dit, bon, bah, faut que j'aille le chercher le match en fait. Mais avant ça, pour breaker, mener 3-0 puis 5-2, ton coach te glisse un mot ou deux? Non, pas du tout. Je les entendais même pas. Ok. Je les regardais pas. En fait, j'étais vraiment dans mon truc, ouais. Okay. J'étais vraiment dans mon truc et je faisais abstraction. Et tu penses que le retournement de situation à 5-2, il se fait parce que c'est toi qui commences à changer ton plan de jeu ou c'est elle qui élève le niveau de jeu? Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'elle, elle est restée... De toute façon, après, Svitolina, c'est une fille qui est hyper solide, hein, donc elle est restée comme ça pendant tout le match. Mais c'est vrai que moi, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment précipitée, ce qui n'est pas mon jeu, en plus, hein, d'envoyer des lattes, etc. C'est plus quoi ton style de jeu, justement? Moi, je suis plus solide. Je fais pas énormément de fautes. J'aime bien, j'aime bien faire craquer les filles, en fait. Ok. Pas forcément faire beaucoup de coups gagnants, etc. D'accord. Et c'est ce que j'ai essayé de faire à 5-2 en fait, sauf que ça n'a pas marché. J'ai fait beaucoup de fautes, j'ai enchaîné comme ça, faute directe sur faute directe. Et au final, après ça va vite. Hein. Parce que même quand je reviens à 5-5, enfin elle revient à 5-5, là je veux essayer d'être solide, mais en fait elle passe devant quoi. Enfin, c'est trop tard à ce niveau-là. Quand tu sers pour le set, tu te souviens d'un truc que tu t'es dit en mode tremble pas, tu sais, genre les pires trucs à ne pas se dire quoi? Non, je me suis dit vas-y, va le chercher, mais en fait en me disant vas-y, va le chercher, j'ai fait que des fautes quoi. Ok. Ouais. Bon, au moins après tu peux avoir peut-être l'autre côté de te dire moi je suis allé provoquer et je suis allé chercher ce que je pouvais plutôt que de rester attentiste et laisser l'autre, pourquoi pas revenir dans le match, tu vois. Tu peux aussi avoir cette lecture, tu as eu aussi le courage d'aller encore plus loin dans ta démarche de ok, c'est pas ton jeu de base, mais au moins tu fais tout pour être acteur et pas passif quoi, tu vois. Ouais. Donc du coup, après ce match, bon, j'imagine que tu es quand même assez fière et assez contente de ce que tu donnes, parce que bon, 6-2-7-5 sur un top 5 mondial à 17 ans, c'est pas mal. Est-ce que tu vois un peu les regards qui changent, peut-être une pression supplémentaire? Bah ouais, je vois quand même les regards qui changent déjà vis-à-vis aussi des médias, un peu, etc., qui commencent un peu à parler de moi. Ensuite, la semaine d'après, je jouais le tournoi junior, donc je sens quand même qu'il y a des attentes, sachant que l'année dernière, pour mon premier, du coup, Roland junior, je fais quart, donc forcément les gens ils s'attendent à ce que je fasse mieux. Donc j'avais aussi la pression vraiment par rapport à ça. Enfin, autant pour le tableau principal, j'avais pas forcément la pression, mais pour les juniors, je l'ai ressenti en tout cas la pression et l'attente. Et au final, je fais pas du tout un bon tournoi junior. Ouais. Je fais 8e, je fais moins bien que l'année d'avant et voilà. T'as ce même réflexe d'aller checker les réseaux ou t'as un peu appris de ton erreur? Non, ouais, sur les juniors, non, j'ai pas checké les réseaux. Et t'as un agent déjà à ce moment-là, en ayant fait quart l'année d'avant? Ouais, j'ai un agent. Ok. J'ai un agent déjà, mais en vrai, pas forcément hyper impliqué non plus dans ma carrière. Quoi. Ouais. Et c'est quoi la différence principale que tu ressens entre l'intensité que peut mettre Svitolina, top 10 mondial, tu vois, déjà on peut parler du top 100, c'est costaud, mais encore au-dessus, on va dire top 10, une nana qui a de l'expérience par rapport à l'approche que peuvent avoir certains juniors, quoi. Comment tu ressens sur le court? En fait, je sens juste qu'elle est là du premier au dernier point. Chez les juniors, il y a souvent une période pendant le match où tu sens que la fille elle va te lâcher 2-3 jeux, 2-3 points comme ça, sortis nulle part. Alors que Svitolina, tu vois, je sens qu'elle était stable et que peu importe même à 5-2 en soi, ok, je rate, etc. Mais elle me donne pas de points, elle me donne aucun point. Donc je sens que c'est à moi d'aller chercher les points. Quoi. Et autre question, t'as entre guillemets l'ascension parfaite. Si tu prends toute ta carrière junior, t'arrives à top 5 avec encore un an
pour aller chercher le meilleur classement possible. Tu fais un grand chelem à 17 ans, tu joues et tu peux te confronter contre un top 10, top 5 mondial. Tu fais 6-2, 7-5. Est-ce que tu te dis, en fait, c'est pas si loin et bon bah je vais y arriver assez aisément parce que j'ai 17 ans et j'arrive à accrocher quelqu'un de ce niveau-là, ou alors tu te dis c'est quand même une autre planète, soit j'ai surjoué ou alors peut-être qu'elle était pas en forme, mais il y a quand même un degré d'écart entre ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant et là ce qu'on me propose. Bah en fait je me dis que le niveau en soi, je suis pas hyper loin non plus. Certes il me reste, il faut que je progresse etc. Mais je suis pas hyper loin en termes de niveau de jeu. Après je me dis juste qu'en fait le trajet pour y arriver il est hyper long et il faut que j'ai cette rigueur quoi, de m'entraîner bien tous les jours pour y arriver. Donc c'est ce que je me dis à ce moment-là quoi. Et qu'en gros là j'ai joué Roland mais c'est pas mon quotidien du tout quoi. Parce que je suis dans des bonnes conditions, je suis bien, j'ai tous mes entraîneurs qui sont hyper bien autour de moi, mais c'est pas du tout comme ça le reste de l'année. Même je l'ai ressenti par rapport à l'implication qu'il y avait autour de moi pendant Roland, et quand c'est les autres tournois de l'année, c'était pas du tout pareil quoi. Rien à voir, ouais. Du coup le switch après Roland, c'est tu repars sur des 15 000. Bah ouais, je repars sur des 15 000 les semaines d'après et tout est différent. T'as pas la navette qui vient te chercher en bas de l'hôtel, tu dois attendre la navette à des heures précises. Donc ouais. T'as pas tes proches avec toi? J'ai pas mes proches avec moi. Tu tapes la bâche derrière toi. Il y a limite pas de bâche, t'as les grillages quoi. Ouais. Et juste pour mieux te connaître aussi, tu commences le tennis comment et quelle a été ton ascension? Moi je commence le tennis à 5 ans au club de Sarcelles. Ok. Franchement au hasard comme ça. Tes parents jouaient pas? Mes parents jouaient pas du tout. Ils voulaient me mettre dans un sport individuel puisque j'étais assez réservée étant petite. Et au final j'ai commencé à jouer un peu sur la Wii. Et j'aimais bien donc j'ai dit pourquoi pas le tennis, essayer quoi. Ouais. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. C'est marrant, les gars de Boulogne-sur-Mer, je sais plus si c'est Droguet ou Gaston, pareil, qui a commencé avec la Wii. Ah ouais, révélateur de talent, quoi. Incroyable. Énorme placement produit pour la Wii. Clairement, j'aurais jamais imaginé qu'un quelqu'un commence à se passionner pour un sport via la Wii, quoi. C'est fou. Hein. Le bowling, j'aurais compris, tu vois, via la Wii, mais... On a tous été monstrueux au bowling à la Wii. Ah, clairement. Mais donc là tu repars sur une saison complète de calendrier de tournois moins prestigieux entre guillemets, mais passage oblige. Ouais. Et au final tu fais une bonne année après ça. Est-ce que tu t'étais fixé des objectifs peut-être avec ton coach? Je m'étais pas... Ah oui, parce qu'en fait après Roland aussi je change d'entraîneur. Du coup j'avais plus d'entraîneur du coup de la fin de Roland jusqu'à début septembre. Donc je fais tout l'été sans entraîneur. Donc c'était un peu compliqué aussi, j'étais avec mon entraîneur physique mais c'est pas pareil, il n'y a pas la même discours qu'avec un entraîneur tennis. Donc voilà, et au final je reprends en septembre avec des nouveaux entraîneurs etc. Mais c'est compliqué, le temps que je me sente bien avec eux, que le travail il commence à un peu porter ses fruits. Donc je fais pas forcément une bonne fin d'année après Roland. Ok. T'as senti un supplément de pression avec cette wildcard, le fait que tu accroches un peu Svitolina, tu as senti des attentes? Est-ce que tu as eu des sponsors qui se sont greffés de nulle part? Pas forcément, mais j'ai senti quand même les attentes. Chaque fois qu'on me dit, quand même, je suis menée 5-2 contre Svitolina, limite, tu peux pas perdre contre certaines filles parce que le niveau il est tellement. Différent. Différent. Il est tellement opposé, quoi. Il est tellement. Donc, voilà. Est-ce qu'au départ c'est flatteur qu'on te dise tu l'as accroché et après c'est presque saoulant de t'en parler? Au départ c'est flatteur mais après c'est vrai que ça devient saoulant parce qu'à chaque fois on me le ressort tout le temps et ça y est, oui je sais que j'ai fait un match accroché mais là pour le moment j'en suis encore loin quoi, du top 10 WTA donc il faut que je reste dans les 15 et 25 et les gagner quoi. Et ta relation au tennis tout court, est-ce que c'est une passion? Est-ce que tu vois ça juste comme un moyen de gagner sa vie? Est-ce que t'es dedans et en fait tu t'es jamais posé la question parce que t'étais forte et t'as juste suivi la trajectoire? Parce que tu vas arriver à un ras-le-bol quelques mois plus tard. Est-ce que tu commences un peu à ressentir ça après Roland, ou le fait d'avoir déjà touché un événement comme Roland, ça concrétise un petit peu tout le travail que t'as fait petite et tu te dis en fait c'est ça que j'ai envie de faire, tu vois?
Ouais, à ce moment-là, non, enfin, j'ai pas forcément. Je peux pas dire que je suis une grande passionnée de tennis à ce moment-là, mais j'aime bien ce que je fais, j'aime bien la compétition, etc. Et le fait de jouer Roland, forcément, enfin, c'était mon objectif en commençant, enfin, peut-être pas en commençant le tennis, mais plus je m'entraînais, enfin, c'est l'objectif de tout le monde en soi. Donc, Et tu avais des exemples, des joueuses que tu adorais, tu regardais les matchs à la télé ou juste tu faisais tes entraînements, tes compètes et tennis, je veux pas trop en entendre parler. Oui, il y avait quelques jeux, enfin, il y avait Serena Williams que j'aimais bien. Ouais. Mais après, j'étais pas non plus, je regardais pas tous les matchs à la télé. Enfin, je suivais le tennis de très loin, quoi. Et c'est quoi ta passion du coup si c'est pas le tennis? Parce que pour jouer autant d'heures par semaine, voyager, tout ça. Mais il dit les podcasts de Max à un moment en faisant la cuisine. Et en jouant à la Wii. Ouais, c'est ça. Franchement, comme passion, enfin, à part le tennis, enfin, Parce que t'as dit le tennis c'était pas forcément ma ouais, c'est passion. pas forcément ma passion. Enfin, je dirais que c'est plus une habitude en vrai. Ok. Enfin, j'ai toujours fait du tennis quand j'étais petite, aller en tournoi, m'entraîner, donc c'est plus une routine, quoi. Ouais. Et le Bien fait que tu sûr. sois forte fait que tu continues. Oui, voilà. Mais parfois il y a des moments où tu dis ouais bon. Ouais, il y a des moments où je me dis, ouais, mais en fait, c'est pas vraiment. Ouais, des fois, je prends pas de plaisir quand je suis sur le court. Hein. Ok. Mais bon, je fais avec parce que c'est l'habitude, quoi. On va y arriver justement. Du coup là on est du coup en 2020, fin 2021. Là pour Ouais, tout fin le récit que 2021, tu nous fais. Ouais. Tu fais encore quoi 6 mois de compète? Ou un an? Non, Ouais, je fais encore un an complet, ouais. Donc là, pareil, je fais un début d'année assez compliqué, 2022. Et déjà là, il y a des moments où je veux complètement arrêter parce que j'en pouvais plus. Je me dis, je me vois pas évoluer, quoi. Et j'ai pas envie de perdre mon temps à faire quelque chose déjà pas que j'aime pas. C'est pas que j'aime pas le tennis, mais que je prends pas forcément beaucoup de plaisir au quotidien. C'est que tu sens un plateau dans ta progression? Et je sens que je progresse pas, donc j'ai envie d'arrêter. Et quand tu te compares aux autres de ton année déjà en France, quand tu vois que tu es la numéro 1, et sur la scène internationale, quand tu vois qu'il y a qui? Il y a Cory Gauff. Il y a Cory Gauff, il y a Schneider. T'en as quoi? T'en as peut-être 2-3 qui sont au-dessus de toi. Donc t'es dans le top 5 pas, mondial de ta catégorie d'âge. Même si bon, tu progresses pas à l'allure que tu souhaiterais, tu te dis pas attends, si je remets un peu les choses dans sa perspective, c'est quand même exceptionnel ce que je suis en train de faire. Ouais, mais à ce moment-là, moi je me rends pas compte, moi je suis un peu bornée et pour moi je ne me vois pas progresser, donc j'ai envie de tout arrêter. Mais à ce moment-là, en vrai, je sentais quand même qu'il y avait des gens autour de moi qui croyaient en moi. Okay. Et je me voyais pas arrêter à ce moment-là. Ouais. Donc je continue. Plus pour les autres du coup. Plus pour les autres à ce moment-là, et après la semaine d'après je fais un hyper bon tournoi, donc au final cette idée-là elle me passe et j'y pense plus, quoi. Ok. Du coup ouais, par rapport aux autres, peut-être le clan familial, parce que c'est aussi quelque chose d'hyper important de un peu gérer la pression et les attentes et le regard qu'on a un peu sur toi. Toi là-dessus, t'avais un environnement où on t'obligeait pas à jouer, Ouais, non, pas du tout. Franchement, mes parents, ils m'ont jamais obligé à jouer. Ils m'ont toujours pris en considération tout ce que je leur disais. Si je me sentais pas bien sur le court, ils m'ont jamais forcé à aller m'entraîner ou quoi. Enfin, c'était vraiment. Je faisais ce qui était bon pour moi, quoi. Ouais, environnement hyper sain. Ouais. Et... Ce qui est pas le cas souvent dans le tennis. Hein. Ouais. Tu peux avoir le papa et la maman qui vit un peu à travers leur enfant et qui en fait oblige, et tu sens que l'enfant il est juste. Il en peut plus, quoi, tu vois. Et t'as accès à des ressources type prépa mentale avec la Fédé, tout ça? Ouais. Tu t'en sers ou à ce moment-là ou pas vraiment? À ce moment-là, ouais, je m'en sers. Sur ma dernière année officielle, je tombe sur un préparateur mental avec qui je m'entends hyper bien, et c'est la première fois que je sens que ça me sert à quelque chose, parce que j'en avais eu 2-3 auparavant, mais honnêtement, et je pense que j'étais un peu trop jeune aussi peut-être. Okay. Je voyais pas forcément d'utilité, et là je sens quand même que ça m'apporte quelque chose à ce moment-là. C'est un travail de toutes les semaines ou c'est un travail, je le vois pas souvent, mais c'est quand même un travail continu, quoi. On travaille sur des routines à faire en match, au quotidien. C'est dans la performance ou c'est dans l'approche que tu as du tennis? Est-ce que par exemple tu lui fais écho de parfois de dire je prends aucun plaisir et ça me saoule le tennis, ou t'es plus dans comment gérer le stress dans un match? Ouais, je faisais pas trop part de j'ai envie d'arrêter le tennis ou quoi, ça me saoule. Ouais, c'était plus comment gérer le stress, comment aborder les matchs. Et pourquoi tu lui en parles pas de ça? Parce que à ce moment-là,
Le fait d'arrêter le tennis, c'est pas que j'osais pas en parler, mais ouais, j'en avais parlé un peu à mes parents, quoi, c'est tout. Ok. J'osais pas en parler aux T'étais un autres, peu quoi. pudique vis-à-vis de ça? Ouais. Et tes parents réagissaient comment quand tu leur disais? En vrai, je pense qu'ils me comprenaient. Enfin, ils voyaient que forcément, je prenais pas forcément de plaisir à jouer. Ouais. Ils me disaient, c'est dommage, tu joues bien, t'as du potentiel, etc. Mais moi, je le voyais pas. D'accord. À ce moment-là. T'avais trop la tête dans le guidon pour... Ouais. Et donc du coup, ça aboutit sur un deuxième Roland. Ouais, du coup, c'est l'année Donc d'après. là, on est en mai-juin 2022. Ouais, c'est ça. Où tu sors d'une année pas exceptionnelle. Ouais. T'as wildcard qualif. Qualif, ouais. Et tu fais des bonnes qualifs. Ouais, je fais 3e tour qualif. Donc en propre. vrai, ouais. Tu bats 2 filles classées comment? Premier match, je joue Alice Ramé, donc une autre wildcard française, qui devait être 300 à ce moment-là. Donc voilà, j'arrive quand même... Bizarrement, je suis plus stressée en jouant les qualifs en 2022 qu'en jouant le tableau en 2021. Tu saurais dire pourquoi? Parce qu'en vrai, en 2021, je savais que j'avais un peu rien à perdre. Ok. Et là, premier tour tableau, je joue Alice Ramé. Enfin, elle est 300, mieux classée que moi, mais je sens quand même que c'est accessible. C'est accessible et que je peux gagner le match, quoi. Toi, t'es 400 à ce moment-là? Même pas, je crois que je suis 700, 800. D'accord. Ok. Ouais, quelque chose comme ça. Et deuxième fille? Deuxième tour, je joue une géorgienne qui est au port. Elle doit être 100, 110. Ah ouais? Ouais. Ouais, donc tu commences à un peu stabiliser ton niveau, enfin avoir des références de à quoi ressemble le top 300, à quoi ressemble le top 100, à quoi ressemble le top 10. Ok. Et au final, je fais un très bon match. Enfin, même si c'était dur, début du match, je commence pas bien. Je suis menée 1-7, un break, je crois. Assez. Ouais, elle était large devant. Et au final, je m'accroche et je fais une bonne fin de match. Donc c'est cool, en plus avec le public qui était là. Énorme. Quel cours? C'était le cours 6 ou 7. Très bon, ça. Du coup, tu sors de Roland 2022, j'imagine, avec beaucoup plus de certitude et en tout cas rassuré sur le niveau de jeu et le fait que tu appartiennes, entre guillemets, au circuit pro. À quel moment, un an plus tard, en ayant autant de références déjà dans le circuit pro, tu décides d'arrêter? Parce qu'on en parlait avec Max en préambule. Faut être sacrément courageux quand même de dire stop à quelque chose qui peut t'emmener très loin, que tu as fait toute ta vie, et puis tu sais faire, quand ça a été ça toutes tes journées, faut quand même être très courageux, quoi. Qu'est-ce qui te pousse à ce moment-là à dire j'arrête, c'est terminé? Après Roland, je change de structure, je vais m'entraîner dans le sud, et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai pas du tout des bons résultats. Je pense que c'est dû aussi, je me sens pas très bien aussi, je change d'environnement, je suis seule, j'habite seule, c'est un train de vie qui est nouveau pour moi. Et en fait, je me retrouve assez isolée, je pars en tournoi seule, chose que j'ai pas du tout l'habitude. Et j'ai pas des bons résultats et au final, j'ai plus la motivation de me dire de me battre sur les tournois, quoi. Et quand t'as fait ça toute ta vie, tu te dis pas, y a quoi après? Enfin, tu vois, quand tu fais ça du matin au soir depuis que t'as 5 ans, à aucun moment tu te dis waouh, ça va pas être un peu vide mon quotidien? Ou tu as déjà préparé en amont parce que tu as d'autres passions, parce que... Au final non, parce que à côté de ça, j'avais jamais arrêté mes études. Après le bac, j'avais commencé une école de commerce, donc je savais que même si j'arrêtais le tennis en soi, j'avais toujours quelque chose derrière, quelque chose à faire. Et donc à ce moment-là, je me dis juste oui, je prends plus de plaisir, j'ai pas envie de me bousiller la tête, quoi, pas prendre de plaisir, que ça soit une souffrance d'être sur le terrain, et je préfère arrêter, quoi, à ce moment-là. Et financièrement, tu étais 100% indépendante ou la Fédé tu es encore? Est-ce que ça a joué dans ta décision? Non, ça n'a pas joué. J'avais une toute petite aide de la Fédé, mais après c'est vrai que en ayant joué déjà Roland premier tour, je fais 3e tour qualif l'année d'après, et plus les sponsors, etc. C'est vrai que quand même j'avais reçu des gros gains quand même en tournoi, donc ça allait, mais c'était plus vraiment d'un point de vue mental où j'ai vraiment la saturation, quoi. Et j'étais descendue au classement et en fait je me voyais plus du tout repartir, pas de zéro, mais je me bagarrer alors que j'avais pas la motivation, quoi. Tu te souviens le moment où tu dis stop? J'avais déjà pensé, au moment où j'arrête en fait, je pense que c'est au milieu de l'année, je me dis bon quand même je finis la saison. Je finis jusqu'en août et après j'arrête, quoi. Donc ça veut dire les derniers mois je jouais, mais je savais que
que j'allais arrêter. D'accord. Et quand tu arrêtes, tu te dis dans ta tête c'est temporaire, ou tu te dis j'arrête, c'est finito le tennis et bah, je ne reprendrai pas quoi, je me consacre à autre chose. Dans ma tête, c'était qu'une pause. Enfin, chaque fois qu'on me posait la question, je disais oui, pour l'instant, je fais une pause, quoi. Mais je savais que j'allais plus ou moins reprendre, mais je savais pas quand. D'accord. Et en fin de compte, t'as arrêté combien de temps, retraité pour tout? J'ai arrêté quasiment 1 an, parce que j'ai arrêté en août 2023 et je viens de reprendre. Là. Et à quel point ça t'a fait du bien? Ça m'a fait du ça bien parce que en fait, j'en pouvais plus de partir tout le temps en tournoi, voyager comme ça toutes les semaines. Je pouvais enfin planifier des choses. Je pouvais pas, si je voulais partir en week-end sur un coup de tête, je pouvais le faire. Je pouvais faire quelque chose de jeune de mon âge, quoi. Donc, chose que j'ai jamais pu faire avant. Donc, en vrai, c'était cool. J'ai bien profité. T'as découvert d'autres centres d'intérêt? Est-ce que tu regardais le tennis ou t'as vraiment stoppé dans la pratique et aussi... J'ai plus du tout regardé le tennis. Enfin, je voulais vraiment plus en entendre parler sur les premiers mois. Après, bon, quand il y avait Roland, etc., oui, forcément, je m'informais un peu, mais franchement, ça m'intéressait pas ce qui se passait. J'ai vraiment fait un dégoût complet pendant quelques mois. Quoi. Et t'as continué le sport quand même? Pas du tout non plus, parce qu'en vrai, le grosse sport... coupure. Ah ouais. Ouais, parce que tout ce qui était physique, enfin, c'était pas quelque chose qui me plaisait déjà quand je jouais, mais je voyais l'intérêt de le faire parce que ça arrivait sur le cours. Ouais. Mais le faire de moi-même, non. Je voulais vraiment tout arrêter. Ouais, c'est le quotidien qui devient bien vide du jour au lendemain, quoi. Ouais, mais après, vie sociale... Ouais, c'est c'est ça. ça. La question, t'avais des T'as potes... fait la teuf un peu? En dehors... Très bonne question, c'est ça. Est-ce que t'avais des potes en dehors du tennis qui te permettaient de vraiment faire ta vie comme une jeune de ton âge ou bah les connaissances que t'avais, c'était dans le tennis, donc ça te ramenait un petit peu à ça? J'avais quand même... C'est vrai que la plupart de mes connaissances étaient dans le tennis, mais j'ai gardé quand même pas mal de contacts avec des jeunes de chez moi, quand j'étais au collège, etc. Donc ça m'a permis de voir des gens qui n'étaient pas forcément axés tennis, quoi, et qui n'allaient pas me poser forcément des questions sur le tennis. Quand est-ce que tu reprends? Pourquoi t'as arrêté? Enfin voilà. Tiens, aussi de retour, quoi. Allez, Ouais. Tu viens vendredi soir? Allez, Ouais. je suis là. Que découvrir la teuf, En fait, c'est quelque chose, ça. hein. Tu t'en connais rien là-dessus? Je sais pas. On n'a encore jamais trop fait ensemble. Bah, ça te serait tardé. Bon, Ah. on n'est pas là pour ça. Du coup, reprenons un petit peu plus sérieusement. Est-ce que ta vision change au moment où tu commences à réfléchir à reprendre le tennis? Est-ce que tu te dis, ok, j'aborde pas le sport de la même manière, et puis même j'aborde pas la pratique de la même manière, là où avant tu le voyais un peu comme obligation? Qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a fait reprendre une raquette? Le déclic, ouais. Ouais, au final, j'y pensais un petit peu à reprendre déjà, mais je n'osais pas vraiment me lancer. Et au final, je reçois un appel d'un de mes entraîneurs que j'ai eu depuis toute petite et qui me propose de venir faire une semaine d'essai chez lui pour pouvoir reprendre, etc. Ouais. Et en même temps, on a une discussion et il me demande pourquoi j'ai arrêté, donc j'évoque les raisons. La perte de motivation, etc. Et il me demande si j'aime le tennis, si je suis passionnée de tennis. Et à ce moment-là, je lui dis en fait, non, je pense pas que je sois passionnée de tennis. Enfin, je le fais juste par habitude et parce que j'ai toujours eu l'habitude de ça. Et au final, il me dit en soi, t'es pas obligé d'aimer le tennis pour en faire quotidiennement, quoi. Il y a plein de joueurs qui sont au niveau et qui n'aiment pas le tennis et qui le font juste pour gagner de l'argent ou pour réussir là-dedans, quoi. C'est ce qui est plaisant pour eux. Et au final, c'est là où un peu ma vision des choses elle a changé. Je me suis dit ok, de toute façon, le tennis, je pense pas que je vais adorer faire ça tous les jours de l'année. Mais au moins savoir que déjà je suis pas la seule dans ce cas-là, c'est rassurant. Ouais. Et juste m'accrocher quand ça va pas, quoi, parce que c'est dans la vie de tous les jours. J'imagine qu'il y a des gens ils ont beau aimer leur métier, mais ils vont pas aimer ce qu'ils font tous les jours, quoi. Donc c'est exactement pareil dans le tennis. Et La maturité. Ça y est. Donc, voilà. Non mais tu soulèves un bon point quand tu dis je suis pas la seule dans ce cas-là. Toi, j'imagine avec les centaines d'interviews que t'as faites, t'as dû parler aussi à de nombreux joueurs qui devaient être dans la même situation. T'as parlé à des joueurs de différentes générations. Est-ce que tu trouves que c'est très très particulier à la génération actuelle avec les réseaux sociaux, peut-être qu'il y ait beaucoup plus de critiques, peut-être qu'il y ait aussi beaucoup plus de sollicitations médiatiques, des calendriers de tournois plus surchargés, ou alors ils ressentaient la même chose à l'époque, simplement il n'y avait pas du tout cette libération de la parole sur des sujets, aujourd'hui tu vois
beaucoup de joueuses top 50 WTA qui stoppent leur année, qui prennent un break. Il y avait Barty à l'époque qui avait complètement arrêté avant de revenir. Tu vois que c'est quelque chose qui devient de plus en plus important dans le paysage tennistique. Comment tu le ressens ça? Est-ce que tu vois qu'il y a un switch total parce que peut-être les nouvelles générations sont confrontées à d'autres enjeux, ou alors simplement qu'aujourd'hui on en parle plus? Je me souviens avoir interviewé Cornet au début du podcast qui disait on n'a pas autant de tournois que chez les mecs. Tu vois, il y a encore 4 ans. Ouais. Et là, cette année, je sais plus qui se plaignait de dire chez les filles, en fait c'est non-stop quoi. Chez les mecs, c'est depuis déjà quelques temps. Et chez les filles, j'ai l'impression que c'est un peu la même. Ta sœur, là, en fin d'année, j'ai l'impression que ça tire, tu vois, et ça doit tirer sur tous les corps de toute manière. Clairement. Et il y a ça mêlé au fait que les problématiques de mental, de voilà, bosser sur soi, avoir un prépa mental, c'est un peu plus démocratisé, du coup d'un peu plus s'écouter, de plus en parler, de plus le dire et de l'assumer, fait que tout mis bout à bout, y a des burn-out comme le tien, à des stades plus ou moins avancés, des carrières plus ou moins avancées. Et c'est courageux d'être écouté. Parfois, on entend certains coachs qui disent ouais, mais on s'écoute trop. Et toi, du coup, t'as lâché et t'as peut-être bien fait, je sais pas, après coup, au bout d'un an. Je pense que j'ai bien fait en soi parce que ça m'a permis de déjà mieux me connaître, ouais. de prendre du recul aussi, parce que maintenant, je pense que je me mets beaucoup moins la pression. Trop et je pense que je ressens beaucoup moins d'attente aussi. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, je ressens de l'attente, les gens veulent que j'ai des résultats. Maintenant, les gens ils me disent bon, elle a arrêté, elle reprend, mais bon, ils s'en fichent un peu de ce que je vais faire, je pense. Et ça te va très bien? Et ça me va très bien. Ok. Et voilà. Du coup, tu peux développer un petit peu. Dans quelles conditions tu reprends? Donc, quelle est la trajectoire que tu vas prendre sur la prochaine année? Et après, en fonction de ça, on étayera un petit peu parce que c'est une approche complètement différente. Parce que là, normalement, tu pars aux US. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui t'a décidé de reprendre dans ces conditions-là? Donc là, au final, l'année prochaine, je vais repartir. Je vais partir aux US. Et déjà, t'as commencé tes études quand? Parce que je crois que tu fais un cursus en ligne. Ouais, c'est ça. Donc du coup, je suis une école de commerce en ligne que j'ai commencé après le bac, donc en 2021. Ah oui, donc t'étais sur le circuit déjà. Ok. Pas de problème d'éligibilité avec cette petite NCAA qui peut avoir beaucoup de règles assez chiantes sur le nombre d'années que tu peux effectuer hors école. C'est-à-dire qu'en NCAA, si t'es pas scolarisé en même temps que tu fais de la compétition, t'es pénalisé sur ton arrivée aux US et tu peux ne pas pouvoir jouer pendant plus d'1 an. Ah oui, donc toi c'est nickel. Donc en fait, le fait qu'elle ait jamais stoppé les études, c'est vraiment parfait pour les US quoi. Et pourquoi à l'époque, alors que t'étais pas loin des meilleurs, t'avais envie de faire des études en parallèle quoi? Parce que les études en vrai c'est toujours quelque chose que j'ai aimé faire, j'ai toujours aimé travailler. Et au départ après le bac je voulais pas forcément faire d'études, mais je me suis rendu compte que les 2 premiers mois je m'ennuyais trop dans les chambres d'hôtel, j'avais rien à faire quoi. Ah ouais. Parce que les journées sont hyper longues, on attend les matchs toute la journée. Et donc au final, j'ai trouvé on m'a conseillé cette école en ligne. L'EM Lyon, c'est ça? l'EM Lyon, qui propose du coup un cursus pour les sportifs de haut niveau. Ok. En distanciel, et qui m'a plu, donc du coup je suis partie là-dessus. Et c'est allégé, Ouais, c'est allégé. Ouais, on a cours 1 fois par semaine. D'accord. Et on a quelques regroupements dans l'année. Les profs ils sont hyper light sur ce qui est rendu de devoir, etc. Ok. Donc, ouais. Et donc là, avant de partir aux US, t'as quoi comme équivalence? Tu passais quoi comme diplôme là ce que j'ai préparé, c'est un bachelor. Du coup. Ok. Donc là, t'as ton bachelor. Je le valide à la fin de l'année. Ok. Et pour partir du coup en master. Et pouvoir prendre un master en 2 ans aux États-Unis. Et pouvoir repartir sur le circuit pro pendant ces 2 années-là. En gros, les grosses structures vont lui permettre de repartir tout financer sur le circuit pro pendant plus de 6 mois de l'année. À côté de ça, elle sera étudiante à l'université. Et puis elle sera dans un staff, dans des infrastructures et dans une équipe qui vise que le pro. C'est-à-dire que toutes les filles de son équipe seront équivalent moins 15 numéros. Ce qui fait que en termes de structure d'entraînement, c'est quand même très sympa. Puis surtout, tu n'as aucune pression financière. Tu joues gratuitement, tu es même payé
pour représenter l'université. Du coup, qu'est-ce qui t'a convaincu avec le projet US, plus que reprendre dans une structure en France? Est-ce que c'est le côté financier? Est-ce que c'est le côté les études aussi, comme tu le dis, qui sont importantes pour toi? Au final, je pense que partir aux US, c'est une bonne combinaison des deux. Enfin, le fait de pouvoir continuer les études et en même temps jouer au tennis. Et je trouve que le fait aussi de pouvoir maintenant jouer le circuit pro aussi, ça a pas mal joué, puisque le but aussi à terme, c'est que je reprenne le circuit pro. Donc c'est vrai que pouvoir jouer le circuit en même temps, être avec une équipe, donc au moins je suis pas seule, c'est pas une saison seule où je pars seule sur les tournois, je suis avec des filles autour de moi, donc je me sens pas isolée. Pouvoir continuer les études en même temps, oui forcément avoir de l'argent aussi et avoir une bourse complète dans des infrastructures incroyables, franchement ça m'a motivée. Et aujourd'hui du coup il y a cette nouvelle loi qui est passée où les athlètes, joueurs de tennis ou joueuses peuvent avoir du financier. Tout sport confondu. Ouais. Tout sport confondu. Ouais, tout sport. Donc déjà, il y avait les bourses avant et maintenant, en plus, on peut avoir un chèque à la clé. Ouais. Et qu'on se rende compte un peu, tu peux nous donner une fourchette de ce que tu peux gagner en allant aux US? Ou c'est totalement privé? Et dans ce cas-là, c'est pas privé, problème. ça dépend des budgets des unives. Ok. Mais sur des profils comme Océane, on peut parler de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Par saison? Par saison. Ah ouais, incroyable. Mais qui sont, si tu veux, dans l'objectif de financer sa carrière pro. Ouais. C'est-à-dire que c'est de l'argent pour qu'elle voyage, pour que l'été, quand elle rentre en France, elle puisse continuer sa tournée de circuit pro. D'accord. Donc oui, après, le joueur en dispose comme il le souhaite. Ouais. Après, quand tu as un objectif bien précis, c'est clairement de l'argent que tu veux investir dans ta structure. Et il y a aussi des wildcards qui peuvent être attribués sur des tournois pro. Ça marche comment ça? Donc, je pense que les wildcards aussi, il y a pas mal d'universités du coup déjà qui organisent des tournois, des futurs, des 15, 25 dans les universités. Donc ils ont directement des wildcards pour les joueuses de l'université. Et aussi il y a un classement universitaire. Donc si on est dans le top 20, c'est ça? C'est ça. On a après des wildcards sur les plus gros tournois. C'est un bel objectif. Sur circuit, ouais, franchement, c'est motivant en tout cas. Parce que quand on revient un petit peu aux raisons qui l'ont poussé à arrêter, je pense que ça met un petit peu tous les ingrédients pour réussir, dans le sens où tu vas pas jouer les mêmes filles que tu as eu l'habitude de croiser pendant des années. Tu es loin du regard et la pression de ceux qui vont savoir que tu reprennes, mais tu es à l'autre bout du monde, donc personne va te suivre. Tu as le contexte d'équipe, là où toute ta vie tu t'es battue toute seule. Là, tu joues plus que simplement pour toi, c'est pour l'équipe, tu gagnes en équipe, tu perds en équipe, tu voyages avec ton équipe, et tu as l'école à côté. C'est vraiment une manière de reprendre dans les meilleures conditions, mais en enlevant toutes les mauvaises raisons qui t'ont poussé à arrêter, tu vois. Bien vu. Et c'est là où je suis vraiment curieux de voir un peu ce qu'elle va donner aux US, et puis potentiellement aller documenter et suivre tout ça l'année prochaine, quoi. Oula, il me fait plaisir celui-ci. Et alors je crois que tu vas aller... Attends, on t'a mal habitué, on t'a déjà envoyé à San Diego, on va pas te renvoyer sur... Les gars, on avait dit on avait un abonnement par an. En Californie. On a déjà sauté une année, il va falloir reprendre les bonnes habitudes. Je crois que tu vas aller visiter des universités pour voir un peu ce qui te correspond. Ouais, c'est ça. Donc là, en janvier, le but, c'est que j'aille visiter des universités. Lesquelles, tu peux nous dire? Je sais pas encore, parce que je suis encore... je fais encore quelques appels avec plusieurs universités. Je vais déjà faire un premier choix pour les visites, et après, je vais aller faire quelques visites. Et parfois, les athlètes choisissent... les plus grandes ou les trucs les plus ouf, ou au contraire les plus familiales parce que ça correspond plus à leur personnalité. Ouais. Toi, ça sera quoi les 2-3 caractéristiques Les 2-3 caractéristiques, j'irais déjà où il y a un bon niveau. Ouais. Et aussi, ça serait d'être quand même dans une grande ville. Ah ouais, t'es plus citadine? Ouais, pour pas être trop dépaysé, et un endroit où il fait chaud aussi. Et bon niveau, c'est quoi? Top 15, 5, 10? J'ai pas forcément Non, j'ai pas forcément de critères là-dessus. Okay. Juste où il y a un bon niveau, où les filles sont motivées, et voilà. Et quel type de coach t'aimerais idéalement? Des coachs pas trop durs. D'accord. Ouais. Pas trop cassant. Ouais, c'est ça. Et tu préfères une... Ça existe ça, Steven, ou pas? On va trouver.
Enfin, des coachs qui croient en moi, mais qui mettent pas trop la pression non plus, quoi. Ok, Qui sont pas trop derrière moi. d'accord. Voilà. Ok. En mode confiance, Ouais, voilà, je crois en toi, je te porte, Ouais. vision long terme. c'est ça. Si tu y vas, c'est pour un master, c'est ça? Ouais, du coup, pour 200. Exactement. Et comment ça marche du coup les masters? Est-ce qu'il y a des spécificités particulières? Non, simplement à partir du moment où tu valides ton diplôme, donc bachelor ou licence, Ouais. bah, du coup tu peux intégrer directement en master. Et donc là, l'opportunité qu'elle va avoir, c'est généralement les plus grosses universités sportives sont également celles les plus réputées académiquement. Donc déjà que le M Lyon sur un CV c'est pas mal, si en plus elle peut compléter avec un master d'une école assez prestigieuse, c'est cool. Et pour le coup, tu choisis un petit peu le domaine d'études que tu souhaites. C'est-à-dire que si demain elle veut partir en finance, il n'y a pas de souci. Si elle veut partir en communication également. Donc, Tu sais déjà? De préférence, j'aimerais bien partir quelque chose côté marketing et pourquoi pas spécialiser dans le sport. Avec Yes. une spécialité. L'anglais slash entraînement physique potentiellement très tôt le matin, à 5h, à 6h, ça te fait pas peur? Les réveils matinaux, ça me fait un peu peur. Ok. Mais sinon, l'anglais, non, ça va. Je me débrouille pas mal. ouais, t'as pas mal voyagé. J'ai pas mal voyagé aussi. Il faut dire qu'aussi mes cours là, cette année à l'EM, ils sont en anglais. Ok, top. Donc au moins, ça me prépare bien. Parfait. Je l'ai vu sur 2-3 calls, je me fais pas trop de soucis pour aller une fois là-bas. Oui, parce que tu fais un stage au final. C'est ça. c'est ça. Pour valider du coup son Bachelor, bachelor à l'EM, il faut une expérience professionnelle. Donc du coup, on lui apprend un petit peu l'envers du décor avec un stage chez Elite. Pour moi, ça me permet de voir un peu comment ça se passe, là-bas, quoi, tout le process. Trop cool. Elite justement, on s'est dit quoi, février pour un peu faire le choix final. Ouais, normalement, j'irai visiter en janvier, Ouais. mi-janvier. Combien du niveau? Le but, ce serait d'en visiter 3, Ok. histoire d'avoir un peu de voir un peu comment ça se passe, voilà. Donc d'avoir une shortlist d'ici là, quoi. Ouais, C'est ça. c'est ça. Du coup pour un départ août 2025 Ok. en termes de temporalité. Et puis du coup faut rester pas trop loin du téléphone d'ici un an pour éventuellement suivre. Le but ça Ouais. serait de la suivre pendant la saison officielle. Ouais. Ça peut être sympa, tu vois, de regarder un petit peu comment se passe une rencontre là-bas, un derby de grosse université contre grosse université. 1 an et demi alors. Il va falloir être patient. Voilà. Je crois Ah, que tu vises la Californie? Je vise un endroit où il fait chaud en tout cas. Donc, Ok. c'est dans la shortlist. ouais. Allez là, on va la chercher. Après, faut pas que tu fasses que la Californie, il faut que tu vois aussi d'autres. Voilà. Bon bah écoute, merci beaucoup. Merci. C'était trop cool. Merci de m'avoir invité, c'était hyper Avec cool. plaisir. Océane, Merci. enchanté. C'est hyper cool. À Bonne bientôt. chance pour la suite. Merci. À toi aussi. Bye bye. Ciao. Ciao.